Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Greg Zéo et je suis bénévole à l'association Métis. Je suis ravi de vous présenter le premier cycle des rencontres muséo Bretagne, mais également nationales, et la première rencontre de 2022, inauguratrice du cycle Mieux-être au musée, organisé par l'association Métis et intitulé Se soucier d'eux. Donc, pour rappel, l'association Métis, cofondée en 2017 par Cindy Lebas, Audrey Doyen et Lina Ouzlit, se donne pour objectif de décloisonner les savoirs muséologiques et de favoriser les échanges entre les différents acteurs du secteur muséal et plus largement culturel, les étudiants, les chercheurs, les professionnels, les universitaires. Avant d'aller plus loin, je souhaite bien entendu remercier toutes toute l'équipe Métis, mais également tous nos partenaires, et en premier lieu le musée de Pont-Aven, qui nous accueille pour cette première rencontre, et au cours de laquelle interviendront Claire Cesbron, responsable des publics du musée de Pont-Aven, et Anne Lavieille, responsable de l'accueil au musée de Pont-Aven. Donc les prochaines rencontres, quant à elles, se dérouleront à Vannes pour le 8 février, au Palais des Arts, et le 8 mars au musée départemental breton à Quimper. Donc, peut-être vous l'avez remarqué, le titre de ce cycle, en fait, omet volontairement le trait d'union au terme mieux-être. Plutôt que de se restreindre à la simple analyse d'une relation entre l'institution muséale et un état physique et psychique humain, nous avons souhaité, avec Maëlys Lyotard, co-commissaire de ce cycle, proposer en fait un horizon de disposition et de pratique à interroger, proche ou directement lié à une éthique, celle du care. Donc, par ce titre, on a souhaité interroger comment mieux être au musée, comment mieux être accompagné, que l'on soit professionnel ou usager. Donc, par l'expression mieux être au musée, on a surtout souhaité en fait réaffirmer la place et le rôle de l'humain au musée. Donc, aborder la question de ce mieux-être, notamment dans ce passage social et sanitaire particulier, nous a paru vraiment très, très important. Donc, commençons par le commencement. Donc, se soucier d'eux. Se soucier d'eux, c'est par cette expression, titre de la rencontre, qu'on a souhaité inaugurer ce cycle. C'est aussi et surtout la première des 4 phases d'un processus actif connu depuis les années 1980, grâce à Carol Gilligan, sous le nom de CARE, et à partir duquel nous avons pensé le cycle. Depuis Carol Gilligan, de nombreuses chercheuses et chercheurs ont réfléchi à ce concept dans le monde anglo-saxon. On peut, par exemple, penser à Sarah Rudick, à Bérénice Fischer ou encore à Joan Tronto et son ouvrage essentiel « Un monde vulnérable » pour une politique du care, paru en 1993 et traduit en 2009 en France. En France, justement, on peut souligner au niveau du care les travaux de Sandra Laugier, de Pascal Molinier, de Patricia Paperman et bien entendu de Fabienne Brugère. Mais qu'est-ce que c'est que le care? Qu'est-ce que le care avant d'aller plus loin au niveau du musée? Eh bien, le care peut être défini selon Tronto et Fischer en 90 puis 93 comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tout élément que nous cherchons à relier à un réseau complexe en soutien à la vie. Donc, le care en tant que disposition et en tant que pratique recoupe énormément de domaines. Donc, se soucier d'eux au musée se pose la question du destinataire. Se soucier de qui ou plutôt de quoi? Car le musée est par essence un espace où s'exerce le care. C'est à première vue l'endroit en fait où on va prendre soin des objets, où on va prendre soin avec attention, avec souci des objets qui composent la ou les collections. Parler de caring museum aujourd'hui apparaît donc comme une tautologie en fait, voire un truisme. C'est vraiment le musée est par essence caring museum. Alors, pourquoi insister depuis quelques années sur la dimension care du musée et surtout, que dit cette insistance sur l'institution, sur la préoccupation des professionnels
croissante, hein, cette préoccupation autour des publics, qu'ils soient usagers d'un jour ou professionnels au long cours. C'est de cela dont on va parler pendant 20 minutes et c'est de cela aussi que va traiter l'ensemble du cycle au cours des 3 prochaines rencontres. Donc le travail, enfin la présentation qui va suivre ne se veut pas comme, ne souhaite pas s'identifier à un travail de recherche, c'est plus voilà, une petite pierre apportée à un pont déjà bien construit. Alors, le Kering Museum. Donc, je le répète, le musée est un espace de souci et de soin de l'objet, par essence. Il vous suffit de googler Kering Museum sur Google et de retrouver dès la deuxième page beaucoup de pages web, beaucoup de sites internet qui traitent directement de la collection et du soin apporté à la collection, hein, comme la page du British Museum intitulée Care of Collection. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur la première page? Eh bien, c'est les 3 premières occurrences du terme Kering Museum. La première de ces occurrences, elle date de 2015. En septembre 2015, paraît aux éditions Museums l'ouvrage Museums, The Kering Museum, New Models of Engagement with Aging. L'ouvrage est dirigé par le géographe australien Hamish Robertson. C'est un spécialiste de la question d'Alzheimer et il propose en fait l'ouvrage d'une quinzaine d'articles sur la relation que peuvent construire et maintenir les musées avec leurs patients, enfin avec leur public les plus âgés, vieillissants et souvent atteints de pathologies lourdes, Alzheimer ou sénilité. L'ouvrage mêle des analyses et des retours d'expérience rédigés par des professionnels et des universitaires essentiellement issus du monde anglo-saxon. On retrouve ainsi le retour d'expérience de Suzanne Schifrin, fondatrice de Arts Philadelphia. On peut également lire le témoignage d'Hélène Fontaine au titre intéressant Reminiscence Officer au musée d'Oxford. Et surtout, l'ouvrage commence et finit par les mots d'Hamish Robertson sur le rôle du musée et sur ce qu'il peut ou doit devenir. Un espace devant contribuer à élargir l'inclusion sociale, un terrain d'étude de la vieillesse et de ses conséquences, et enfin un espace thérapeutique, voire un espace de soins. On a la deuxième occurrence avec le site internet du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, sur ce site, vous avez une page du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui est intitulée A Bold, Innovative and Caring Museum et qui a été publiée en 2018. Et en fait, si vous parcourez la page, vous y trouverez une définition filée de ce qu'est, selon ce musée, le Caring Museum. C'est un espace inclusif, innovant, expérimental, qui doit être engagé et thérapeute. On retrouve encore certains termes précédemment vus. Et enfin, troisième et dernière occurrence, un article publié en 2020 sur le site invisible.eu d'Adeline Rispal, donc architecte et scénographe, et qui est intitulé « Le Caring Museum, un nouveau concept pour un musée inclusif ». Donc, c'est un article qui est issu d'une conférence d'Adeline Rispal en 2018 à Florence lors d'un symposium international intitulé Muséology and Values. Et en fait, dans cette intervention, elle va proposer sa propre définition du Caring Museum. Donc, un Caring Museum serait un lieu de pratique de la rencontre avec soi au travers des œuvres, associé à un lieu de pratique collective de l'art pour tous, à tout moment. On y apprendrait à distinguer le beau en soi de ce qui est beau pour soi, qui ne provoque pas les mêmes effets sur le cerveau, à se soigner par l'art des blessures de l'âme, où l'on puisse vivre une retraite de quelques jours avec une œuvre. On pourrait y rencontrer et échanger avec des chercheurs, des penseurs et des conservateurs et des médiateurs créatifs comme vous, qui pourraient mettre en commun leurs expériences. Un laboratoire de vie, en somme, pour aider les jeunes générations à construire une société nouvelle en métamorphose accélérée. Alors, en fait, ces 3
publication qui s'échelonne sur un peu moins de 5 ans, eh bien, que disent-elles de ce que doit être le Kering Museum? Eh bien, elles insistent toutes, en fait, sur un certain nombre de caractéristiques, d'éléments communs qui composeraient, en fait, autant de facettes du Kering Museum. Donc, si on reprend ces publications et eh bien, qu'on les analyse finement, le Kering Museum serait un espace inclusif dans lequel seraient développées des médiations adéquates et thérapeutiques visant le mieux-être des usagers. Donc, le Kering Museum, si l'on considère que c'est un espace inclusif, eh bien, c'est qu'il cherche à accueillir, c'est qu'il accueille et qu'il cherche à accueillir tous les publics dans la logique de la définition d'inclusion sociale proposée dans le dictionnaire encyclopédique de muséologie. Donc, l'inclusion sociale est le phénomène autant que l'ensemble des mécanismes initiés pour prévenir l'exclusion sociale et pour réintégrer un individu au sein de la société. Dans sa thèse intitulée « La voie de l'inclusion par la médiation au Musée des Beaux-Arts des publics fragilisés au public universel », Muriel Molinier insiste sur ce qui constitue, selon elle, l'étape supérieure pour approcher cette inclusion muséale, c'est l'augmentation des connaissances. Mais de quelles connaissances parle-t-elle? Eh bien, c'est celle des publics. Si on reprend l'ouvrage de Joan Tronto, le CARE nous impose de réfléchir concrètement aux besoins réels des personnes et d'évaluer de quelle façon il peut leur être répondu. Donc, avec le CARE, la simple connaissance des publics se met en un souci du public. Pour reprendre le titre d'un récent dossier de l'OCIM, c'est surtout avec cette attention particulière que l'on va décloisonner son approche des publics et aborder de manière holistique, telle que le propose le cadre de référence des soins infirmiers du ministère de la Santé dans sa définition de l'humain, afin de développer des médiations adéquates aux besoins des publics. Donc, par holistique, j'entends le fait de considérer l'humain comme un tout indivisible et de s'éloigner d'une approche cartésienne qui voudrait qu'on ait une âme, un corps séparés. Donc voilà, le musée inclusif, en tant que musée, le Kering Museum en tant que musée inclusif, va en fait faire basculer l'approche des publics depuis une connaissance des publics assez basique à un véritable souci d'identification des besoins de ces publics. Ce qui va amener à l'élaboration de médiations adéquates. Et en fait, ce terme de médiation adéquate, je le reprends notamment d'un chapitre, le chapitre 4 de l'ouvrage de Joan Tronto, Moral Boundaries, publié en 1993, et appliqué au secteur muséal, l'adéquation du point de vue de la médiation consisterait en une médiation ayant été développée à partir des besoins considérés du public, visés et non pas à partir d'une exposition ou d'un objet. En fait, vraiment, on part du public, on ne part pas de l'objet. On ne se dit pas on va faire telle médiation parce qu'on a telle exposition, mais bien on va partir de tel public, les 3-6 ans ont besoin de travailler la perception de telle couleur ou de travailler sur le trait du E spécifiquement, eh bien, on va partir de ce besoin-là plutôt que de partir d'une médiation sur une exposition d'archéologie, sur une exposition des beaux-arts, etc. Donc, une médiation ayant été développée à partir des besoins considérés du public visé et non pas à partir d'une exposition ou d'un objet. Surtout, elle comprend donc la considération de ces besoins, leur prise en charge, la réalisation de cette médiation et l'évaluation de cette médiation par l'institution et par ceux ayant reçu cette médiation. Je reprends là le modèle en fait proposé de processus actif, quel CARE, par Joan Tronto dans son chapitre 4, avec les 4 phases qui composent le CARE, dont la première est le fait de se soucier directement des publics et de s'engager en fait envers les personnes, puisque se soucier d'eux implique un engagement. Ce mode d'approche du public qui permet aussi d'éviter certains écueils façonnés par des idées reçues. Si en fait on s'intéresse vraiment aux besoins des personnes et des personnes qui vont constituer les publics du musée, on va pouvoir éviter l'écueil, par exemple, de penser que la simple sortie au musée permettrait aux patients souffrant
de troubles bipolaires sévères ou de la maladie d'Alzheimer, d'être totalement dépaysés. C'est des choses qu'on peut lire parfois, mais si on part vraiment du CARE, eh bien, on se rend compte qu'on a parfois une vision, on a des fictions de visiteurs, et ça nous permet, le CARE, de nous rattacher en fait aux visiteurs, au public, plus qu'à l'idée que l'on s'en fait. Surtout, ça nous permet d'élargir considérablement le spectre de sa médiation en considérant des besoins vus parfois comme inattendus. Là, je parle par exemple des pratiques de visite discrètes détaillées par Eva Sandri dans un article dans les dossiers LOCIM intitulé « Le souci du public » dirigé par Ewa Matzek et Joël Lemarec. Et Eva Sandri interviendra justement dans la prochaine rencontre le 8 février sur ce sujet. Donc vraiment, parfois, voilà, on est dans une surmobilisation des visiteurs à vouloir qu'ils participent tout le temps, etc. Mais est-ce qu'on leur a posé la question vis-à-vis de cette surmobilisation, vis-à-vis de cette participation? Donc, voilà, c'est ce que je viens déjà de dire, mais le principe de la médiation adéquate, ça permet vraiment d'éviter de tomber dans l'écueil du visiteur idéal, fictif et souvent idéal. Donc, le musée, le Caring Museum serait un musée inclusif, aux médiations adéquates et thérapeutiques. Donc, les médiations adéquates, elles peuvent être thérapeutiques, elles ne sont pas forcément thérapeutiques, elles ne sont pas nécessairement thérapeutiques. La muséothérapie constitue en fait une des facettes du Caring Museum. Je ne vais pas procéder ici à une chronologie du Caring Museum, ça a déjà été très bien fait par Mélissa Nolot, par exemple, dans un article publié dans l'OCIM en 2018, ou plus récemment par Leslie Labbé sur le musée intitulé « Le musée thérapeute », c'est un dossier de l'OCIM, encore une fois. Mais on va plutôt discuter de 3 définitions proposées par différentes institutions du musée thérapeute ou de la muséothérapie, et puis surtout ce qu'elles disent du Caring Museum. Donc, la première de ces définitions qu'on peut lire, c'est celle de Mélissa Nolot, celle que propose Mélissa Nolot en 2018. La muséothérapie serait l'exploitation de l'environnement muséal et de ses collections à des fins de bien-être, de mieux-être ou d'amélioration de l'état de santé des participants. Donc là, par exemple, on va le voir, hein, mais ces 3 définitions, elles recoupent des choses qu'on a déjà vues précédemment dans les 2 autres facettes du Caring Museum. On a en 2020 l'Office québécois de la langue française qui va proposer sa propre définition du musée thérapeute ou de la muséothérapie, donc méthode thérapeutique individuelle ou collective qui consiste en l'exploitation de l'environnement muséal à des fins de bien-être physique, psychologique et social. Plus concrètement, il peut s'agir de la contemplation des œuvres d'art, de la création artistique en atelier ou de visites guidées en compagnie de médiateurs culturels. Enfin, sur une page publiée en 2021 sur le Musée des Beaux-Arts de Montréal, toujours lui, hein, puisqu'il est quand même à l'origine de beaucoup de choses autour du Caring Museum. Donc, le Musée des Beaux-Arts de Montréal définit la muséothérapie en tant que concept qui considère le musée, ses galeries et ses collections comme un lieu de soins et de mieux-être, selon une perspective thérapeutique holistique appuyée par les neurosciences et la médecine. Et là, en fait, on retrouve ce qu'on a déjà vu, donc une vision holistique du visiteur. Là, la place du soin adéquat aussi, on le voit avec Mélissa Nolot ou encore avec la définition du musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, il est également possible d'y discerner en fait la finalité du Caring Museum. On a beaucoup parlé de 3 facettes, donc l'inclusion qui vise à intégrer et à réintégrer les visiteurs, certains publics, tous les publics, le principe des médiations adéquates et voire thérapeutiques. Et en fait, ces 3 dynamiques, elles visent toutes une même finalité, c'est le mieux-être des visiteurs. Donc, par mieux-être, il est possible d'entendre, comme le propose le CNRTL, l'amélioration
de l'état matériel et ou moral de l'individu. Et le Musée des Beaux-Arts de Montréal indique quant à lui qu'il faut le comprendre en tant que amélioration de l'état de santé global qui procure le sentiment de mener une vie plus satisfaisante et harmonieuse. En ayant en fait pour objectif le mieux-être de ses usagers, le Caring Museum s'inscrit nécessairement dans le temps long. À la différence, le bien-être, ça va être la satisfaction sur le moment. Le mieux-être, ça va être un travail sur le temps long. Et donc, le Caring Museum, il s'inscrit dans ce mouvement slow qu'on a pu voir émerger à partir des années 2010, notamment dans le monde anglo-saxon. Et je vous renvoie notamment aux écrits de Véronique Antoine Andersen, qui interviendra le 8 février avec un article paru dans la lettre de l'OCIM en mars 2021, faire entrer le corps et l'attention au musée. Des médiations slow, d'ailleurs, depuis à peu près 5 ans, on en voit un peu partout, notamment en Bretagne, hein, pour citer le musée de Pont-Aven avec le yoga, mais également les siestes musicales, au musée des Beaux-Arts de Quimper, où il y avait également de la sophrologie, du yoga, et enfin, dernier exemple, les leçons, les moments de Qigong le dimanche matin au musée des Beaux-Arts de Vannes, dit la cohue. Donc, on va vraiment avoir ces 4 facettes, donc l'inclusion, l'adéquation des médiations, la thérapie, la muséothérapie, pour atteindre un état de mieux-être au musée. Le care, on va le retrouver vraiment dans beaucoup de ressources. En fait, on peut aborder le Caring Museum et ses 4 facettes dans énormément de ressources. Je vais juste vous proposer des travaux à partir desquels j'ai préparé ce cycle avec Maëlys Lyotard, hein, qui est commissaire de ce cycle avec moi-même. Eh bien, en fait, vous avez déjà un article d'Axel Marin en janvier 2015 intitulé « Quand le musée soigne ». Elle y aborde les actions menées au musée d'art et d'histoire de Dreux. Vous pouvez également retrouver des éléments du Caring Museum dans le rapport de la mission Musée du XXIe siècle, avec notamment une sous-partie intitulée « Le musée comme maison commune ». On va revoir un vocabulaire proche du care, sollicitude, inclusion, hospitalité, diversité. Voilà, le musée fait du bien, il est un vecteur de mieux-être social et individuel. Janvier 2018, on va donc avoir l'article de Mélissa Nolot, intervenante dans la 3e rencontre, intitulé « Musée plus art-thérapie égale muséothérapie ». C'est une véritable synthèse chronologique de la relation entre musée et santé dans le monde anglo-saxon avec les muséums in health. Et elle questionne également tout l'horizon de tout le développement en fait que les musées français peuvent mettre en place au niveau de cette dynamique. On va aussi avoir le dossier, en octobre 2020, le dernier dossier de l'OCIM, donc intitulé « Le souci de l'autre », dans lequel on va justement avoir plusieurs articles autour des différentes phases dynamiques du care. C'est un dossier, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, donc dirigé par Joël Lemarec et Ewa Mazek. On va également en 2020 avoir un article, donc celui de Corinne Beaujard, qui questionne donc les médiations thérapeutiques et l'art-thérapie également. Et enfin, la dernière parution en date autour du Caring Museum, en tout cas en France, donc c'est l'ouvrage, enfin le dossier OCIM, la muséothérapie, analyse des potentiels thérapeutiques du musée par Leslie Labbé. Donc voilà, on voit quand même que depuis 5 ans, on a quand même de plus en plus d'ouvrages et on a aussi de plus en plus de médiations, en tout cas, ou de dispositifs mis en place autour du mieux-être et donc qui impliquent des dynamiques care. Donc le Caring Museum, que dit cette insistance en fait des professionnels et des chercheurs, chercheuses autour de cette notion? Eh bien, c'est simplement, je pense, que le Caring Museum, c'est un moyen de réaffirmer la place de l'humain et surtout de se concentrer sur l'humain plutôt que sur les objets de la collection.
c'est un moyen, c'est une passerelle en fait pour aborder différemment les publics. Et donc, c'est soutenir, agir pour une idée, celle que le musée doit se charger des publics d'une autre manière peut-être, et qu'il est donc un espace avant tout inclusif au développant des médiations adéquates et thérapeutiques, et qu'il doit viser le mieux-être des usagers. Voilà pour cette brève introduction. Je laisse désormais la place à Sophie Kervran, qui va nous parler du mieux-être au musée de Pont-Aven. Donc voilà, je laisse ma place. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir au sein du musée de Pont-Aven, alors soit en présentiel, soit virtuellement, au sein de cette grande salle Julia, qui était donc un restaurant, donc ce qui montre aussi que finalement les liens entre musée et autres lieux sont intéressants à mener. Alors, je remercie vraiment l'association Métis qui a eu l'idée de venir au sein des musées bretons et notamment au sein du musée de Pont-Aven, une association dont je souligne vraiment la qualité du travail réalisé. Et je recommande beaucoup aux étudiants que j'ai la chance d'avoir en tant que maître associé, de maître conférence associé à l'UBO, à l'UP Patrimoine, de consulter les différents replays, différentes bibliographies qui sont mises en ligne sur ce site. Alors, du coup, je ne sais pas comment on passe au prochain diaporama, pardonnez-moi. Ouais. Donc, se soucier d'eux, en tous les cas, c'est un beau titre pour cette rencontre dans cette période incertaine, fébrile, où il est difficile de prédire ce que sera l'avenir. Mais si l'on doit chercher des points positifs, finalement, dans cette pandémie, ce sont bien les questions, les questionnements qui ont surgi dans le monde muséal et donc au musée de Pont-Aven et au musée de la pêche de Concarneau, que je dirige depuis un an et demi et sur lesquels plusieurs problématiques ont bien sûr émergé et dont nous parlerons Claire Sébron, responsable du service des publics, et Anne Lavielle, responsable administrative et financière de ces deux musées. Alors, quel questionnement en cette période de pandémie? Eh bien, la première, c'est non, le musée n'est pas qu'une machine à fabriquer des expositions blockbuster. Non, le musée n'est pas qu'une rangée de chiffres, symbole de record de fréquentation, même si accueillir le plus grand nombre est une de nos missions primordiales. Et oui, le musée est bien un lieu où l'on doit se soucier d'eux, se soucier de l'environnement en réfléchissant aux meilleurs moyens de produire des expositions éco-responsables, se soucier de la diversité, de la parité femmes-hommes. C'est un lieu qui doit nous aider à mieux comprendre notre société. Se soucier de ceux qui sont loin de la culture en entamant une transition numérique, en imaginant du hors les murs. Se soucier de la sécurité du public, et là je le clame haut et fort, oui, le musée est un lieu sûr où on a peu de chances d'être contaminé. Se soucier du bien-être du public, oui, le musée est un lieu où on doit se sentir bien, ce n'est pas une église qui exige le silence, ce n'est pas une salle d'écran où on est hyper stimulé. Dans un musée, on peut aussi bien méditer plusieurs heures devant un tableau ou en discuter entre visiteurs. Donc le musée, c'est vraiment un espace physique et social, un lieu de vie, et Guirec l'a vraiment montré avec brio durant sa première intervention. Alors, comme le disait d'ailleurs Guirec, là aussi, c'est sans doute Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal et aujourd'hui à la tête de l'Institut du monde arabe, qui la première a mis en exergue le rôle social du musée. Alors, le musée, alors en tant que conservatrice, je le redis aussi, ce sont des collections, ce sont des objets, mais ces objets n'existent pas si on n'a pas un lien avec le public. Et donc, alors là, ça va faire un petit peu redondant avec ce que disait Guirec, mais vaut mieux deux fois qu'une. Nathalie Bondil a vraiment développé cette notion de musée humaniste, et je la cite, le musée est un lieu de neutralité et de bienveillance où on peut s'activer l'empathie des uns envers les autres et de soi à soi. C'est vrai que quand on est à la tête d'un musée, on cherche aussi à avoir des modèles,
Et le Musée des Beaux-Arts de Montréal est quand même un modèle, hein, être un musée qui se dit humaniste, inclusif et innovant. C'est des qualificatifs que l'on aimerait s'entendre qualifier, voilà, que ce soit au musée de Pont-Aven ou au musée de la pêche de Concarneau. Et là aussi, je dois citer ce qui est inscrit sur le site internet et sur le manifeste du musée des Beaux-Arts de Montréal. Le musée a la capacité et la volonté de se transformer pour demeurer pertinent. On n'est pas figé dans le temps. Il innove, bouscule, réinvente, ose, entreprend, agit. Il ouvre le discours à toutes les disciplines, art visuel, histoire. Au musée de Pont-Aven, eh bien, on a créé avec un chorégraphe musicien un opéra documentaire sur l'histoire du musée de la pêche. Damien Rouxel, artiste performeur qui s'interroge beaucoup sur le genre, est venu danser dans les collections et les expositions. Le musée ose une lecture actuelle des objets en la liant à des enjeux sociaux contemporains. Nous mettons en avant dans notre programmation d'exposition temporaire les femmes artistes, que ce soit Viviane Mayer, la photographe américaine, en ce début d'année, que Scoop, les artistes voyageuses de la fin du 19e et du début 20e en 2023. Et le musée est ouvert aux apports de son milieu grâce à des partenariats. Il croise les disciplines. Le musée est engagé socialement. Au musée de Pont-Aven, Claire Sébron a mené un très beau partenariat avec la mission locale des jeunes qui sont en réinsertion d'emploi. Et c'est aussi un musée pour la santé, mais ça, on l'a déjà dit, avec Nathalie Mondil, qui a réussi à ce que les médecins au Québec puissent prescrire des ordonnances pour venir au musée. Enfin, le musée est un lieu où l'on doit se soucier des agents. Anne Lavieille vous en parlera. C'est leur assurer la sécurité quand il faut accueillir des visiteurs en pleine pandémie. C'est les accompagner quand on a été confronté à une longue fermeture ces derniers mois. C'est aussi les encadrer avec bienveillance. C'est les former parce que le musée est avant tout une équipe en cohésion. Et c'est par cette équipe en cohésion qu'on pourra réussir à rendre le musée inclusif. Alors, c'est vrai que l'ICOM, un groupe de travail, a publié ce gros poster que vous pouvez trouver facilement sur le site de l'ICOM sur un musée pour tous. Qu'est-ce que c'est qu'un musée inclusif? Et le musée inclusif, ça passe bien sûr par les actions de médiation que peuvent mettre en place un service des publics, mais ça passe dès l'entrée du musée. Donc, c'est vrai qu'on travaille, nous, avec les agents d'accueil et de surveillance sur des choses qui peuvent peut-être paraître presque basiques, mais qu'il ne faut pas oublier. C'est le bienvenu qu'on va mettre en différentes langues, c'est le sourire que l'on va afficher, c'est la poussette que l'on va mettre à disposition, c'est la question à laquelle on va répondre. En gros, pour que les visiteurs se sentent bien dans un musée, il faut aussi que les agents eux-mêmes se sentent bien dans ce musée. Un exemple pour moi au musée de Pont-Aven est peut-être le plus révélateur de se soucier du public tout en se souciant des agents. C'est le cas de cette exposition participative intitulée « Réserve, ouvre-toi » qui a eu lieu au musée de Pont-Aven en 2020, alors qui reprend un peu l'inspiration de la Chambre des visiteurs au Rouen, ou encore de l'exposition en 2008 au Brooklyn Museum, mais les Américains sont souvent en avance sur nous, qui s'intitulait « Click, a Crowd-Created Exhibition ». Donc, c'est une exposition où on a invité les internautes à voter pour les œuvres qu'ils souhaitaient voir exposées dans notre musée, qui a eu lieu en partie pendant le confinement, donc qui a permis aussi d'enclencher notre transition numérique, de garder un lien avec notre public de proximité. Et on est allé même plus loin parce qu'on a co-construit finalement le contenu de l'exposition au sein de la scénographie en faisant rédiger les cartels, mais des cartels poétiques, littéraires, anecdotiques, par l'Association des Amis du Musée et par le centre social La Balise à Concarneau. Et donc, vous voyez sur le diaporama un des exemples de ces cartels. Des lycéens ont écrit des podcasts également que l'on avait au sein du musée. Donc, pour moi, une manière pertinente pour les citoyens, finalement, de se réapproprier le patrimoine. Et pourquoi se soucier des agents? Eh bien, parce que l'on a fait en sorte aussi que ce soit une exposition participative pour les agents. L'ensemble de l'équipe a donné ses coups de cœur. Vous voyez
en bas de la diapo, c'est coup de cœur de l'équipe que l'on voyait d'ailleurs au sein même de la scénographie sur les Cimaises, et une salle qui était dédiée aux coulisses avec des vidéos où l'on montrait eh bien, l'ensemble des métiers qui forment finalement nos établissements. Alors, je ne sais pas si on peut regarder cette petite vidéo qui dure 40 secondes. Alors, je crois qu'il faut que vous cliquiez sur la vidéo autrement. Là. Non, je vais essayer. Autrement, je vous ai mis le lien et vous pourrez voir cette petite vidéo. Non, mais ce n'est pas grave. Les compétences technologiques sont un peu limitées. En tous les cas, parce que les vidéos, on voit justement les agents d'accueil et de surveillance qui expliquent leur métier. Et c'était finalement un moyen eh bien, de briser ce mur invisible qu'il peut y avoir quelquefois entre le musée et les citoyens, et puis de faire franchir le seuil. Donc, une exposition où finalement le public était aux commandes, mais les agents aussi. Et où moi, conservatrice, eh bien, j'avais peu de travail. C'était plutôt pas mal pour une fois. Juste pour terminer, cette problématique du care, comme on l'appelle en bon français, on la retrouve certes dans la sphère publique, mais aussi en entreprise. Ces entreprises engagées dans les démarches RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et c'est d'ailleurs un public que le musée de Pont-Aven s'est donné pour objectif de capter, parce que le musée peut tenir une place aussi centrale dans les relations avec les entreprises en dehors du mécénat, mais vraiment par l'idée de faire surgir des relations innovantes entre musées et entreprises. Et je pense que ce n'est pas anodin si un journal comme dirigeant.fr met sur son site des articles qui s'intitulent « Plaidoyer pour la culture générale en entreprise ». Voilà, le bien-être aussi finalement des salariés peut aussi passer par la culture. Et pour terminer, je retournerai presque la situation. C'est un peu culotté, mais je terminerai quand même par cela en demandant aux visiteurs de se soucier de nous. Alors, nous, pas en tant qu'agents des musées, mais en tant que musée, en tant qu'établissement culturel. Dans le contexte actuel, il est important que les lieux culturels soient soutenus. Donc, aller au cinéma, aller au musée, c'est presque devenu un geste militant. Et il faut peut-être eh bien, que pour nous tous, visiteurs ou professionnels du musée, que nous ayons le souci que la culture devienne finalement un bien de première nécessité. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Claire Fébron, responsable du service des publics. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je vais donc enchaîner, continuer et essayer peut-être finalement par mon rôle de responsable du service des publics du musée de Pont-Aven et du musée de la pêche à Concarneau, peut-être illustrer ou avoir quelques exemples plus concrets, puisque évidemment le rôle, se soucier du public, c'est effectivement un souci qu'on a en permanence dans les services des publics dans lequel je suis depuis quelques années. Et effectivement, je voulais reprendre ce parcours qui montre aussi peut-être l'évolution et les différentes étapes qu'on a pu avoir depuis le chantier du musée de Pont-Aven jusqu'à aujourd'hui, où on a développé différents modes de rencontre avec les publics et différents modes d'adresse. Et on voit qu'effectivement, le musée n'est pas figé, que les services des publics ne sont pas figés, qu'on évolue et que cette dimension du care prend de plus en plus de place dans les propositions aujourd'hui. Et on n'est peut-être pas innovant, on n'est pas inédit, mais en tout cas, effectivement, on voit que cette évolution dans notre service des publics au musée de Pont-Aven, eh bien, elle est visible, elle est assez facile à illustrer. Donc, c'est pour commencer, effectivement, dire que le service des publics, c'est une attention permanente au public, donc à chaque visiteur.
Et on commence peut-être par question peut-être basique, mais au bâti. Donc, dès un chantier, puisqu'on a eu la chance au musée de Pont-Aven de vivre ce chantier entre 2013 et 2016, eh bien, on va être présent aux réunions et à la réflexion sur l'accueil du public dès l'architecture. Donc, c'est une manière de rendre l'accès au bâti à tous les publics et rendre accès au musée à tous les publics. Alors, ça passe par effectivement, juste une illustration, mais qui me semble vraiment très, très pertinente, par la mise en place d'un copil pendant le chantier du musée, donc avec des associations de personnes en situation de handicap, parce que c'était sans doute le public qui nous semblait le plus sensible pour que vraiment l'établissement musée soit accessible à tous, qu'il soit ouvert à tous et qu'il soit praticable pour tous. Donc, on a notamment sur la photo de gauche, eh bien, une personne en situation de handicap visuel qui nous a accompagnés pendant tout le chantier pour adapter les cheminements dans le musée, une piste spécifique pour les audioguides. On a également, bien sûr, travaillé avec les architectes sur l'accessibilité des toilettes, etc. Et donc, on a pu aujourd'hui être labellisé tourisme handicap pour 3 pétales, à savoir le handicap visuel, auditif et mental pour le musée de Pont-Aven. Donc, c'est une manière effectivement peut-être assez logique de commencer par le bâti, mais c'est une manière de rendre l'autonomie à tous les publics, d'offrir cette autonomie de visite et que chacun se sente accueilli dans le cadre de sa situation et qu'il n'y ait pas d'obstacle à la pratique et à la visite du musée. Donc, c'est également tout un travail qui a été mené avec des prestataires du numérique pour pouvoir travailler sur le sous-titrage, sur le déclenchement, l'accompagnement par rapport au dispositif d'audioguide, etc. Et donc, c'est effectivement toujours important de rappeler que c'est un gros travail de rendre le musée accessible pour tous, dans la mesure où c'est possible, bien sûr, parce que parfois on a des lieux qui ne sont pas forcément faciles à adapter. Alors la démarche suivante, effectivement, c'est de mettre à disposition aussi des outils de visite ou des dispositifs en salle. Donc, rendre l'autonomie au public, c'est aussi leur offrir éventuellement un siège si besoin. C'est une boucle magnétique pour les personnes en situation de malentendant. C'est un FALC, donc c'est la petite image qui est en haut à droite pour les personnes en situation de handicap mental. Et c'est un visio-guide là, qui effectivement est présent au musée de Pont-Aven pour donner accessible le discours de l'audio-guide en LSF ou sous-titrage pour pouvoir vraiment rendre l'autonomie à tous les publics. Alors, c'est une illustration d'un souci au public, offrir l'accueil à tous, c'est aussi adapter les propositions de médiation aux différentes attentes. Et c'est vrai qu'au-delà des publics, on a diversifié les offres de médiation. Donc, on a pris en compte les différentes attentes du musée. Et donc, le service des publics propose aussi, en se souciant de chacun, des parcours de visite adaptés aux familles, des parcours de visite qui sont adaptés également aux personnes qui ont peu de temps. On a effectivement développé des parcours téléchargeables sur notre site internet sur les essentiels ou des parcours de visite pour les gens qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, l'idée, c'est effectivement de proposer des modes de rencontre à l'œuvre qui soient adaptés aux attentes des publics. Et donc, effectivement, par rapport aux familles, on est adhérent de la charte Montmartre. Donc ça, c'est effectivement une dynamique d'équipe. Ça, je voulais effectivement introduire Anne Lavieille qui continuera le propos, puisque au-delà de la proposition de parcours famille qui est en salle développée par le service des publics, les agents d'accueil, de surveillance, les services communication, enfin toute l'équipe va effectivement intégrer cette démarche d'ouverture des musées à tous et notamment du coup aux familles et aux pratiques peut-être un petit peu plus
moins discrètes, puisqu'on parlait de visites discrètes. Là, pour le coup, c'est des visites un peu moins discrètes, et donc ouvrir le musée à toute cette diversité de publics. Au-delà de ces propositions de rencontres, il faut effectivement, et je rejoins complètement la première intervention de Greg, c'est d'aller découvrir et d'aller se former auprès d'autres services pour mieux comprendre et mieux peut-être percevoir les attentes de chaque public. Et donc, la formation des médiateurs et médiatrices du musée était aussi aller vers la rencontre des professionnels de d'autres services pour adapter nos propositions. Et ça, c'est une démarche qu'on a beaucoup menée dans le cadre de notre dynamique de Hors les murs. Donc, les médiatrices ont rencontré les professionnels, notamment du monde du soin, du monde du handicap, en allant directement dans les structures et en allant proposer des médiations adaptées qui sont hors les murs, qui prend en compte le besoin de temps, notamment de ces publics. Donc, c'est un travail qui est fait sur le long terme et on a eu la chance, le 7 décembre dernier, merci, de pouvoir accueillir une rencontre sur l'art d'être différent entre art et handicap qui a abouti suite à l'exposition itinérante que l'on a exposée à la Maison des personnes en situation de handicap du Finistère, donc la MDPH de Quimper, et qui montre bien combien les mondes ont besoin de se connaître, ont besoin de se rencontrer. Je pense que pour effectivement mieux adapter ou mieux échanger pour offrir des médiations vraiment les plus pertinentes possibles, c'est s'intéresser au public et pas justement s'intéresser à ce qu'on veut leur faire passer. Donc, vouloir faire transmettre une médiation, c'est intéressant. Un contenu, effectivement, c'est notre démarche, mais en comprenant mieux leur monde, en comprenant mieux leur lieu de vie, en allant les voir chez eux, eh bien, la démarche de la politique hors les murs nous offre ces possibilités. On rentre en contact avec les professionnels, les soignants dans leurs univers, et c'est vrai que ça nous permet vraiment de mieux appréhender la médiation une fois qu'on les accueille in situ. Donc, vous avez sur la présentation ici une étape de l'exposition Hors les murs sur l'Anester, dans une association qui s'intéresse notamment à l'inclusion sociale et à la réinsertion. Et puis, à droite, une photo de la rencontre qui a lieu donc, dans cette salle le 7 décembre, où vous avez eu notamment un témoignage de personnes en situation de handicap moteur et mental qui ont mené un projet de danse contemporaine avec leurs soignants. Et ça a été effectivement un vrai témoignage de montrer combien les différents professionnels, en se rencontrant, peuvent vraiment se soucier du public et peuvent vraiment apporter une médiation beaucoup plus adaptée et peut-être beaucoup plus qualitative. Et en évoluant du coup du bâti à la médiation ouverte à différents publics in situ, à effectivement une rencontre avec les professionnels, avec cette démarche de rencontre entre les milieux pour mieux adapter nos médiations, eh bien, on arrive à une ouverture même des publics, effectivement, dans le musée. Et on mène de plus en plus de projets où le public est écouté, ou en tout cas, le public est même acteur. Et là, je vais me baser sur 2 expériences. Donc, effectivement, on arrive aujourd'hui à mener des projets où ce sont les publics, on les appelle même presque peut-être plus les publics parce qu'ils sont en situation beaucoup plus, qui nous aident à créer du contenu. Donc là, vous avez sur la présentation 2 initiatives. À gauche, plutôt effectivement la création d'une visite virtuelle avec les jeunes de la mission locale Garantie Jeunes, donc des jeunes en réinsertion ou en suivi professionnel, et avec l'aide du Concar Lab de Concarneau pour la technique. Donc, ce sont les jeunes qui se sont emparés vraiment du musée, qui sont venus créer cette visite virtuelle et ont
le fait qu'ils soient acteurs, qu'ils aient ce projet, qu'ils intègrent le musée comme si c'était finalement des collègues, eh bien, ils se sont emparés de la collection de manière beaucoup plus qualitative. Et on voit que du coup, le musée devient pour eux un lieu de sociabilisation, un lieu où ils peuvent montrer leurs compétences, où ils mettent en place des expériences. Et ils sont en quelques semaines, hein, parce que ça a duré de manière... ils sont venus que 3 fois au musée, mais ils ont vraiment intégré le lieu comme s'ils étaient au-delà du public, finalement, comme s'ils étaient légitimes. Ils se sentaient totalement légitimes dans ce lieu. Et ça, vraiment, ça fait plaisir de voir que pour eux, le musée n'était plus une institution, mais vraiment, ils sont rentrés, on leur a laissé de la place et le musée leur a offert à un moment donné, en tout cas, un lieu d'épanouissement. Donc, c'est effectivement plus qu'une rencontre. Là, c'est vraiment un projet différent. Et à droite, vous avez une dernière photo sur laquelle je voulais terminer. On mène actuellement un projet de mise en voie avec des habitants du territoire. Et de même qu'on se laisse porter par l'expérience, c'est-à-dire qu'on avait une idée de départ, c'est de mettre en voie des correspondances d'artistes qui sont conservées au musée de Pont-Aven. Et on leur a proposé effectivement, avec un artiste qui les accompagne dans le travail de mise en voie, qui n'est pas un travail de théâtre, mais en tout cas d'enregistrement sonore, et bien de prendre en charge ce fonds de lettres qu'on avait présélectionné, et c'est eux qui vont créer des cartes postales sonores à partir d'éléments sélectionnés dans les lettres. On est obligé là de leur faire confiance parce que c'est leur lecture de ce fonds. Donc la collection est complètement appropriée par le public et on va découvrir avec eux ce qui va en ressortir, puisque effectivement, ils ont fait des choix de passage de lettres qu'on n'a peut-être pas fait nous-mêmes en tant que professionnels du musée. Donc là, on voit que l'étape, elle est encore différente. On les considère vraiment plus comme des visiteurs avec un bâton en face d'un ticket, mais plutôt effectivement comme des personnes qui viennent nous accompagner dans une démarche de transmission d'une collection à d'autres publics. Et donc là, le visiteur devient vraiment acteur de sa visite. Et ce sont des projets qui, alors on ne pourra peut-être pas en mener beaucoup parce que c'est des projets qui demandent énormément d'investissement à la fois de la part des publics et à la fois de l'équipe, mais qui nous mènent vers vraiment une autre démarche et qui nous montre combien le musée aujourd'hui intègre le public dans la vie de son équipement. Je pense que tout ça ne serait pas faisable si effectivement toute l'équipe n'était pas disponible, parce qu'entre le service des publics et puis toute la vie du musée, c'est un complément. Je vais passer la parole à Anne Lavieille qui va ouvrir le propos à d'autres expériences. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Anne Lavieille, responsable administrative et financière pour les musées de CCA, Concarneau-Cornouailles et Agglomération. Donc, je vais vous présenter les musées plus en détail, le musée de Pont-Aven et le musée de la Pêche. Donc, le musée de Pont-Aven, donc nous nous trouvons ce soir, c'est un musée qui a été créé à l'initiative d'une association en 1985, et qui est un musée de beaux-arts, qui a connu de 2013 à 2016 une grande campagne de travaux et qui a réouvert en mars 2016 au cœur donc, du village de Pont-Aven, comme on voit sur la photo, au public. On a connu une très forte fréquentation les 2 premières années de réouverture, 122 000 visiteurs et même un peu plus la première année en 2016. Et puis là, je vous ai mis pour que vous puissiez situer un petit peu nos musées, la fréquentation avant la pandémie. Donc en 2019, on avait 94 000, un peu plus de 94 000 visiteurs.
Et puis l'année dernière, avec de nombreux mois de fermeture, on a ouvert comme tous les autres musées le 18 mai. On a eu 49 237 visiteurs exactement. Voilà. C'est bien de se rappeler le passé quand même. Le musée de la pêche, quant à lui, donc, il se trouve en vie close de Concarneau. Donc, les deux musées sont mutualisés depuis 2012 puisque ce sont des compétences de Concarneau-Corneille Agglomération. C'est un musée qui était associatif, qui a été créé il y a 61 ans cette année. On a fêté les 60 ans l'année dernière. Là, c'est un musée complètement différent, un musée de société, voilà, avec des collections autour du patrimoine maritime. Et on voit sur la photo le fleuron de nos collections, le chalutier Emerica, voilà, qui est amarré au ponton du musée. Et la fréquentation en 2019, elle était de un peu plus de 42 000 visiteurs. Et l'année dernière, 25 000 visiteurs, un peu plus, pour que vous puissiez situer. Alors, notre équipe donc, est donc mutualisée. On travaille tous pour les deux musées avec nos bureaux, soit à Pont-Aven, soit au musée de la pêche. On fonctionne avec, sous la direction de Sophie Carban, 4 pôles. Le pôle administratif, voilà, que je dirige avec l'équipe d'accueil. Le pôle communication exposition, le pôle des collections et le pôle du service des publics. Je vais vous présenter les collègues plus en détail. Voilà, Camille Armandari aux expositions à la com, Mathilde Mouebs aux collections, Claire Sébran qui me précédait au service des publics. On est une équipe de 22 ETP voilà, pour les deux sites. Je ne développe pas tous les métiers des musées, parce qu'on est là pour parler plutôt de l'accueil. Donc, notre équipe d'accueil, elle est composée de 10 agents titulaires et elle est vraiment renforcée tout au long de l'année. En fait, on a besoin de renforts saisonniers contractuels, entre 12 et 15 agents contractuels en plus. C'est une équipe voilà, qui n'est pas paritaire. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de femmes que d'hommes. Je lance un appel aux hommes qui souhaitent postuler pour essayer de rééquilibrer nos effectifs. Les agents, donc les 10 agents donc, sont répartis sur les deux sites. Alors, ils sont affectés plutôt à un site. Voilà, il y a 3 agents titulaires au musée de la pêche et 7 au musée de Pont-Aven. Ce sont des agents qui sont polyvalents. On a fait le choix d'avoir des agents qui sont capables d'assurer toutes les missions, que ce soit de l'accueil, de la billetterie, de la librairie boutique, de la surveillance de salle ou de la sécurité. C'est vraiment important pour nous, cette polyvalence. Et pour faire fonctionner le musée de Pont-Aven, voilà, un jour d'ouverture normale, il faut 7 à 8 agents, 8 en haute saison. Et puis au musée de la pêche, 3 à 4 agents au quotidien. Donc Claire en a parlé tout à l'heure, je crois, de la formation. Donc les agents d'accueil, on est toute une équipe et on avait d'ailleurs suivi toute l'équipe des musées, pas que l'équipe d'accueil, aussi les agents, une formation sur l'accueil des personnes en situation de handicap. C'était pendant le chantier du musée de Pont-Aven. Voilà, donc Claire, comme elle m'avait expliqué, elle avait un copil sur ce thème, donc on a tous participé par ce biais-là. Et puis, tout au long de la carrière, des formations individuelles. Voilà, ça peut être la sensibilisation à la langue des signes, par exemple, d'autres formations. Non. Pour, voilà, aussi, comme Claire le disait, il y a le service du public, les collègues des expos, des collections qui mettent en place des projets, mais il faut bien sûr qu'on communique pour que ces projets ne soient pas que connus dans les bureaux, que ça soit aussi transmis aux visiteurs. Donc, moi, j'organise une réunion par mois, par site, avec les agents d'accueil et de surveillance. Et pendant ces réunions, on aborde toutes sortes de sujets, que ce soit la programmation culturelle, la gestion des collections, les rotations d'œuvres, voilà, qu'ils ne soient pas surpris un jour de ne plus voir leur tableau préféré de Gauguin. Tout simplement, il a été mis en réserve, ou prêté, il faut qu'ils sachent. Organisation du temps de travail aussi, c'est important, puis on va en reparler. Donc, la démarche bien-être au travail, voilà, là, c'est le point de vue de la collectivité, donc Concarneau-Corneille Agglomération, qui a mis en place depuis quelques années cette démarche. Je dirais en 2019, ça a vraiment commencé.
Et concrètement, dans les musées et dans d'autres services, ça a été l'organisation d'une journée de cohésion, donc, qui avait été organisée un lundi, jour de fermeture du musée. Et pendant cette journée, on était parti du musée dans un lieu neutre, et puis on avait quand même parlé du musée, mais ça nous avait permis de nous poser par petits groupes et de travailler sur différents thèmes. Et voilà, on était vraiment mélangés. Voilà, c'était pas par métier ou par. C'était vraiment très ouvert, et puis ça a permis de faire remonter des choses. C'était intéressant de s'extraire du quotidien pour parler de sujets autour des collections, autour des réseaux sociaux, ou voilà, de comment attirer de nouveaux visiteurs dans les musées. C'était donc. On n'était pas parti à l'autre bout du monde, on était dans la commune de Tréguin, juste à côté, mais le simple fait de sortir du musée, c'était vraiment une démarche. On était dans une belle salle avec vue sur la mer, donc déjà pour notre bien-être, c'était un premier bon point. Et puis, bon, après, c'est très pratique, mais le repas du midi était offert, notre DGS était venu, enfin, c'était vraiment un tout. C'était notre journée à nous, et ça avait été bien accepté. On avait aussi échangé sur qu'est-ce qu'on voulait faire comme activité plus ludique l'après-midi. Et on en avait parlé en amont, puis on s'était arrêté sur un choix collectif. Là, on n'était plus dans la culture, on était parti dans la nature. Faire une sortie nature sur un peu les 5 sens, très ludique, avec une animatrice garde du littoral. C'était à Tréguin, aux étangs de Trévignon, pour ceux qui connaissent. Et l'association, c'était Bretagne Vivante. Et c'est une asso, par ailleurs, avec qui on organise des visites couplées depuis plusieurs années. Donc, ça avait vraiment du sens de faire quelque chose avec cette association. Voilà, c'était un bon moment. Et comme si on avait été copieusement arrosé par la météo sur là, ça nous avait encore plus soudés dans l'adversité. Voilà, pour ce qui est mis en place aussi par la collectivité, il y a des formations sur l'égalité femmes-hommes. C'est plutôt actuellement pour les encadrants. Peut-être que ça va être développé pour tous les agents, ça serait bien. Et puis, il y a beaucoup de communication avec une communication interne qui est vraiment bien faite, un intranet très, très performant, très à jour, et l'info est bien partagée dans la collectivité. C'est important pour se sentir bien aussi dans son travail. Alors, au sein du musée, je voudrais parler d'une démarche qu'on a entreprise au début de l'année 2021. C'est un diagnostic sur le temps de travail qu'on a fait avec un cabinet extérieur qui s'appelle Politeia. Et ce temps de travail, on a pu le faire facilement au printemps dernier, puisque les musées étaient fermés. Et c'est vrai qu'on en a tiré parti en organisant cette démarche vraiment collective. Ça a permis à tous les agents d'être présents à toutes les étapes de ce diagnostic, ce qui n'aurait pas pu être le cas. Si on avait été ouvert, ça aurait été plus compliqué. Et puis, donc, c'était lié au passage, comme vous le savez, aux 1607 heures dans les collectivités, et la problématique des agents d'accueil qui sont ici annualisés. Donc, il y a eu toute une méthodologie qui est vraiment rendait acteurs les agents avec des entretiens individuels, des ateliers de travail avec les agents pour les faire contribuer sur des sujets précis qu'on avait choisis en amont, et puis pour arriver à l'issue de l'atelier à des réponses collectives voilà, sur des sujets. Il fallait se positionner. Le fait que ça soit un cabinet extérieur, c'était vraiment un plus, parce que voilà, les agents étaient seuls avec l'animateur, et puis bien sûr, on se retrouvait au moment des copines, mais voilà, la parole était libre, je pense, pour faire ce travail-là. Et puis, on a restitué en comité de pilotage, et puis après avec les agents. Ce que moi, j'ai retenu de ce travail-là, et qui vraiment est à retenir pour tous les musées, c'est garder à l'esprit le triptyque et l'équilibre employeur-agent-usager par rapport aux horaires d'ouverture, par rapport à voilà, plein de choses. Est-ce qu'on ouvre tel jour ou tel autre, voilà, toujours garder ça à l'esprit. Et c'est vrai que quand on pose ça, ça oblige à se mettre à la place, que ce soit de l'employeur, de l'agent ou de l'usager, peu importe qui on est. C'est quelque chose d'important. Et enfin, je vais parler du label Qualité Tourisme. Donc, c'est un label qui est une marque d'État
attribué aux professionnels du tourisme. Donc, on s'est engagé dans ce processus en 2019. Et donc, c'est un label qui récompense la qualité de l'accueil et des prestations proposées aux visiteurs. Alors, pas que dans les musées, hein. On le voit dans des restaurants, on le voit dans des campings, dans des parcs de loisirs, par exemple, mais dans les musées, c'est possible également. Ça nous a permis de nous poser et puis d'analyser ce qu'on proposait en termes d'accueil. Bah, évidemment, un accueil chaleureux, un personnel attentif, mais c'était aussi des questions d'évaluation qu'on n'avait pas forcément mis en place, ou de gestion des réclamations plus rigoureux. Voilà. Sur la propreté, bien sûr, bon, ça, il était attentif, bien sûr. Voilà, donc c'est quelque chose qui est reconnu. Le label, je n'ai pas remis le logo, mais c'est un logo qui est reconnaissable et qui peut être gage de confiance et de qualité pour des visiteurs. Sur ce label, donc l'audit, il se fait, alors il y a un dossier à remplir et puis ça permet de voir en pourcentage si on est dans la bonne voie pour obtenir le label. Et puis après, on a un cabinet externe indépendant, c'est une personne qui vient sous forme de visiteur mystère. Donc, voilà, on était prévenu que dans les mois qui allaient venir, du fait de notre démarche, on aurait la visite mystère dans chacun des 2 musées. Voilà, ça s'est très bien passé. Et puis rapidement, on a eu la réponse. Ils ont insisté sur des points forts. À Pont-Aven, c'était le prêt des audioguides gratuits en 7 langues différentes. Et puis la signalétique du parcours qui rend la déambulation fluide dans les espaces. Et puis des équipements disponibles pour les personnes en situation de handicap, la boucle magnétique, une piste audioguide adaptée, bien sûr ascenseur, et puis l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Au musée de la pêche, donc le musée de la pêche n'a pas connu encore de campagne de travaux importante, mais ça viendra, on espère. Les points forts soulignés, c'est déjà par la situation, c'est au centre de Concarneau et dans la ville close, donc le lieu incontournable à visiter quand on est touriste à Concarneau, donc c'est un quartier touristique. Et puis nous, on est juste à l'entrée, donc on essaye de capter le maximum de visiteurs. Il y a le chalutier américain, le fameux fleuron du musée à marée, qui permet aux visiteurs de découvrir des espaces de vie. C'est pas en réalité virtuelle, mais c'est en vrai. Et pour ceux qui ne peuvent pas, pour des raisons de handicap moteur, venir sur le bateau, il y a une visite virtuelle 3D qui a été réalisée et qui permet donc à tous de pouvoir visiter le bateau, que ce soit en vrai ou en visite virtuelle. Voilà, donc ce label qu'on a obtenu en 2019, il est valable pour 5 ans. Ça se poursuit, il y a un visiteur mystère qui revient. Mais nous, on se remet toujours en question. C'est vrai qu'en 2022, comme l'a indiqué Sophie, c'est vrai que l'affiche de l'ICOM sur les musées accessibles et inclusifs voilà, nous ont inspirés. Moi, je sais que pour l'équipe d'accueil, en entretien annuel, j'ai mis un objectif sur ces musées accessibles et inclusifs. On peut se reposer toujours la question comment on peut être encore plus accessible et inclusif. Donc voilà, c'est un sujet qui se termine jamais. On peut toujours s'améliorer. Et voilà, c'était sur ça que je voulais terminer. J'ai terminé ma présentation. Je passe la parole à direct. Donc, merci à vous 3 pour ces interventions éclairantes. Alors, on a eu quelques questions déjà au niveau du chat, notamment une pour Claire. Donc, si tu souhaites. Donc, la question. C'est une question posée par Margot. Il faut du personnel dédié à ces actions de médiation qui ont l'air très intéressantes. De combien de personnes est composée votre équipe et combien de projets arrivez-vous à mener sur une année? L'équipe du service des publics pour les 2 musées, c'est 3 agents. Donc, effectivement, c'est pas bien de commencer par soi-même et moi-même.
Cécile Lefuez et Stéphanie Derrien qui sont médiatrices. C'est vrai qu'on ne chôme pas. Le nombre de projets, c'est difficile de donner un chiffre. En tout cas, on a forcément 2 expositions temporaires au musée de Pont-Aven. On a une thématique d'année depuis 2 ans là, au musée de la pêche. Donc, ça nous amène à mener des projets déjà sur ces expositions. En tout cas, c'est une matière privilégiée pour mener des projets, soit par le biais du projet scolaire, soit par le biais de projets plus à destination voilà, d'un public en situation de handicap. Voilà. Et au-delà de ça, on mène donc ce projet de visite virtuelle qui a comme objectif d'être intégré dans une démarche de hors les murs. C'est aussi associé à cette démarche autour de l'accessibilité de tous. Et puis des projets participatifs comme celui qu'on mène sur la mise en voie, c'est le premier, mais on essaye effectivement de s'ouvrir aussi à d'autres disciplines artistiques pour pouvoir peut-être offrir une autre forme de rencontre. Donc, cette mise en voie, c'est effectivement un des projets qui aboutit par rapport à ce travail autour du théâtre et de la réinterprétation de nos collections par d'autres disciplines. Donc, je ne vais pas donner de chiffres parce que j'en serais pas capable, mais on est effectivement de front sur les expositions, des projets scolaires et puis 2 ou 3 projets adaptés en fonction des rencontres, des attentes aussi des partenaires que l'on peut croiser. Donc, ça s'adapte un peu à chaque année. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que oui. Alors, on a une autre question qui vient juste d'arriver. Pensez-vous que faire participer des publics vaut une enquête? Alors, ça serait je pour pense peut-être plus. Alors, si Madame. Alors, oui, ouais, on n'a pas. Si Marie-Pierre veut bien préciser sa question, on la reprendra avec grand plaisir. On a une autre question de Johanna qui vient d'arriver. Est-ce que les agents du service d'accueil et du service des publics ont été formés, sensibilisés aux besoins des personnes en situation de handicap ou encore à la LSF? On a mené, comme le précisait Anne, une formation pour tous les agents du musée, donc forcément public, service des publics, service d'accueil, mais aussi les agents de la communication et de la collection. Ça, c'était en 2014. Et après, c'est plutôt un renforcement dans chaque parcours de formation individuelle que chaque agent peut compléter. Donc, effectivement, il y a des agents d'accueil qui ont mené des sensibilisations à la LSF de manière plus particulière. Il y a eu pour les agents d'accueil aussi des formations sur l'accueil bienveillant et des choses plutôt sur proposer aux agents d'accueil, au service des publics. On est aussi sur des démarches autour des médiations numériques qui offrent des choses maintenant des choses plus larges. Donc, il y a eu ce moment de formation collective, puis après, chaque agent peut compléter sa démarche individuelle. Ce serait intéressant, je pense, à un moment donné, de refaire des formations collectives sur tout le musée. Ça fait partie peut-être des bilans de cette rencontre. Entendu, merci. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions à tout hasard? On en a... Oui. Oui. Qui demande, est-ce que ça va, je pense que... Oui. Et alors, qui demande, lorsque les personnes en situation de handicap interviennent pour suivre un chantier ou des jeunes de la mission locale de clôture des pastis aux normes, les avez-vous rémunérés? Rémunérés. Donc, est-ce que les personnes en situation de handicap qui ont été consultées au musée de Pont-Aven dans le cadre de médiation, de création de dispositifs, ont-elles été rémunérées? Alors, pour les copiles avec les associations de représentantes de certains handicaps, c'était par le biais de conventions.
Donc, il y avait effectivement un accord qui était passé avec notamment l'IPIDV qui nous a beaucoup accompagnés, donc l'Institut pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc, on a travaillé une convention avec effectivement la question des trajets, etc., mais de rémunération pure, telle qu'on pourrait l'entendre comme un salaire ou un devis. Nous, il n'y a pas eu c'est passé par le biais d'un accord de convention. Pour le partenariat avec la mission locale, c'est différent puisque c'est vraiment dans leur parcours d'accompagnement par la mission locale et c'est la mission locale là, qui prend le relais sur toutes les questions d'organisation, de frais de repas, etc. Pareil, on n'a pas eu besoin forcément de donner un chiffre avec un devis, mais on a forcément posé la question par le biais de l'organisme qui est responsable de ces personnes. Entendu. Merci pour la réponse. On a une question dans l'assistance. Oui, allez-y. Je me demandais, pour des projets, ça implique par exemple, à des envois, des correspondances. Comment vous constituez un groupe en fait Alors là, on avait une envie particulière, c'était justement de peut-être retrouver le public de proximité et d'offrir une appropriation des collections différentes à nos fidèles. On a des gens qu'on connaît, on a des publics qui sont proches et qui, du coup, peut-être ont envie de renouveler leur regard sur nos collections. Donc, c'était une occasion, par le biais de ces correspondances qui sont peu mises en valeur, en tout cas par le biais de la médiation, c'était l'occasion de les toucher. Donc, on a fait un appel presse et puis par le biais des bulletins municipaux, donc vraiment très, très simple. Mais on a réussi à constituer un groupe de 12 personnes, ce qui était exactement ce qu'on disait. Et des fidèles. Oui, il y avait une petite jeune de 12 ans qui avait envie d'expérimenter cette initiation à la mise en voie, donc elle a intégré elle est venue vraiment de manière assez spontanément, mais sans avoir forcément. Donc, oui, pas forcément que des fidèles, mais notre objectif, c'était quand même de toucher des gens proches du musée physiquement, pas forcément dans nos salles, mais on a été destiné la communication à ces gens-là. Je ne disais pas la personne qui habite Paris. C'est bon, entendu. Eh bien, si l'assistance n'a pas d'autres questions, alors, on a Marie-Pierre qui nous fait une réponse. Avez-vous mené des enquêtes de public pour tester ou évaluer, inclure les attentes des publics ou pensez-vous que faire participer des publics à des projets a autant d'effet sur le musée? La réponse par rapport à... La question était longue. Donc, avez-vous mené des enquêtes des publics pour tester ou évaluer et inclure les attentes des publics? Donc déjà, ça c'est une première question. Et pensez-vous que faire participer des publics à des projets a autant d'effet sur le musée? Alors, par effet, est-ce que vous pourriez préciser les effets Ouais, juste une première réponse et puis effectivement, je pense qu'on pourra compléter, mais en tout cas, nous, c'est la démarche dont tu parlais, c'était que faire des bilans, on en fait à chaque action, mais le fait d'offrir une place au public, ça nous oblige, enfin, ça nous... J'ai trouvé mes mots et je vais y arriver. Ça nous remet en question nos objectifs de départ. Effectivement, souvent, on construit une médiation en se disant, bah voilà, sur telle expo, on veut dire ça, sur telle correspondance, ça serait chouette de dire ça. Nous, on aimerait que cette lettre-là, elle soit lue parce qu'on la trouve passionnante, parce qu'on connaît l'artiste, etc. Finalement, quand le public est acteur, il nous amène à regarder autrement. Alors, la même chose de départ, mais des fois, c'est des surprises. Et du coup, le fait de laisser une place, eh bien, ça nous rouvre les yeux sur des choses qu'on aurait peut-être eu tendance à vouloir un peu forcer.
Donc, ça, c'est l'expérience aussi de la mission locale là, avec les jeunes. Je leur ai laissé choisir les œuvres sur lesquelles ils voulaient faire un commentaire dans le cadre de la visite virtuelle. Et des œuvres que je n'aurais jamais choisies moi-même s'il fallait que ce soit moi qui les choisisse. Donc, c'est aussi parfois voilà, être un petit peu étonné et finalement regarder mes collections et regarder finalement à travers le regard des visiteurs, se dire ah bah ça, moi je l'aurais pas dit, mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Peut-être que par rapport à l'expo réserve, vous en avez si vous... Non, je vous invite. Non, c'est vrai que la question de Marie-Pierre, elle est assez intéressante, notamment sur tout ce qui est évaluation, ce qui est peut-être un petit peu, ce qui pêche un petit peu, je pense, chez nous, mais le service du public l'avait remarqué dès le début. Il faudrait vraiment qu'on ait une enquête précise, notamment sur les attentes des publics. Je trouvais que la présentation directe, justement, sur une médiation adéquate qui part des besoins du visiteur nous amène à aller vers là. Quant aux effets de la participation, alors moi, je n'étais pas du tout à l'origine de cette exposition Réserve Ouvre-toi, et quand je suis arrivée, je me suis posé la question un peu de est-ce que c'était de la démagogie? Est-ce que c'est démagogique de se dire bah, on fait participer les visiteurs? Est-ce que c'est un prétexte? Voilà, un coup de com' qui a d'ailleurs plutôt bien fonctionné parce qu'on a eu beaucoup de presse là-dessus. Et vraiment, en travaillant avec les équipes, avec le public, avec l'association des musées, avec le centre social La Balise, avec les lycéens, moi, je trouve que ça, au contraire, ça a été un exercice aussi de réflexion sur le partage d'autorité. Entre, pardonnez, je vais personnaliser la chose, entre moi, conservatrice, qui suis censée avoir cette direction, être commissaire d'exposition, avoir le choix, mais on revient aussi sur cette histoire de choix. Et puis le public, ce côté toujours un petit peu descendant. Et j'ai trouvé que ça nous a fait aussi réfléchir sur nos pratiques professionnelles. Comment expliquer à des visiteurs pourquoi on expose cette œuvre-là, qui est un chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre, vaste question, et pourquoi d'autres œuvres, on les laisse en réserve alors que les visiteurs, ils trouveraient fort sympathique de les accrocher au-dessus de leur cheminée. Et tout ça, c'est aussi une question de pédagogie. Et finalement, la participation du public, ça nous réinterroge d'une façon continue sur nos pratiques en tant que professionnels. Et je reviens un peu à la définition du musée humaniste. Ça nous bouscule, ça bouscule, faut être bousculé, je trouve, en permanence. Le service des publics, c'est très bien faire ça. C'est se bousculer en permanence, se réinventer, tester des choses. Et même si on ne fait pas d'enquête du public, on essaye toujours d'évaluer ce que l'on a fait, de voir ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui était nécessaire à améliorer. Mais c'est vrai que voilà, la participation du public a des effets, et pas que sur le musée en général, sur nos pratiques de professionnels également. On peut poursuivre sur la question de Marie-Pierre, puisqu'elle l'a précisé. Elle abordait notamment l'inclusion de chercheurs dans la démarche du musée, en fait. Est-ce que vous avez travaillé avec des chercheurs, chercheuses Non, alors voilà, Marie-Pierre n'a que des bonnes questions et que des bonnes remarques. Hein, ça, on peut vraiment le souligner. C'est vrai que c'est une très très bonne question, surtout que voilà, sur le territoire de la Bretagne, on a des universités, on a des associations qui sont aussi avec des intervenants qui ont fait sur recherche de muséologie. C'est vrai que dans d'autres structures, on a vu des laboratoires de chercheurs s'interroger, par exemple, sur la place du numérique dans les musées. Il y a pas mal d'études en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est une orientation qu'il faudrait qu'on creuse. Merci pour la réponse. Alors, vous restez ici. Donc, une question d'Aube qui souhaiterait savoir comment sont fixés vos objectifs par vos tutelles territoriales. Est-ce uniquement des objectifs quantitatifs en termes de nombre de publics, cibles, ou qualitatifs? Les actions innovantes que vous menez ne se heurtent-elles pas au rapport du coût engagé vis-à-vis des personnes touchées, et cela est souvent un écueil pour mener des actions plus à long terme vers des publics plus éloignés? Oui, je réponds. Donc, j'espère que mon directeur général des services écoute cette rencontre.
pour être vraiment transparent, c'est clair qu'il y a un objectif de fréquentation. Vous avez vu les chiffres de fréquentation à la réouverture du musée en 2016, hein, plus de 100 000. Jusqu'en 2019, on frisait hein, le 100 000 avec une communication autour des musées de Pont-Aven et du musée de la Pêche comme l'un des premiers pôles muséaux en Bretagne. Mais j'ai envie de dire que l'un n'empêche pas l'autre. Certes, un objectif de fréquentation qui, avec la pandémie aujourd'hui, est finalement passé au second plan, mais jamais, et je dis bien jamais, de frein à ce que le service des publics mène des actions qui, en effet, vont peut-être concerner 10 personnes, on va vous concerner un groupe de jeunes. Au contraire, et on communique aussi beaucoup sur ce type d'action auprès des élus, mais parce que ça fait aussi partie finalement du projet de territoire, hein, de notre agglomération. L'une des actions du projet de territoire est intitulée « Des musées citoyens ». Donc, nos actions, qu'elles soient pour le public touristique en grand nombre ou pour le public de proximité ou le public éloigné, entrent vraiment dans cette action. Et là, c'est vraiment sans langue de bois. Oui. Ouais. D'accord. Bien, merci Sophie pour cette réponse. Est-ce qu'au niveau des participants en ligne, est-ce que vous avez une dernière question? N'hésitez pas à vous signaler, à lever la main directement sur le réseau Zoom. Est-ce que dans la salle, il y a une dernière question? Eh bien, du coup, je pense que la rencontre touche à sa fin. J'ai été ravi de pouvoir mener cela avec vous, avec le musée de Pont-Aven pour cette première rencontre intitulée « Se soucier d'eux ». En tout cas, c'est une interrogation. Et je vous invite à suivre la prochaine rencontre qui aura lieu le 8 février au Palais des Arts à Vannes, qui abordera du coup la question de la médiation slow. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, notamment notre programmation de rencontres muséaux, de notre rencontre muséo à Paris autour des expositions virtuelles qui aura lieu fin janvier. Voilà, avec en co-commissariat Sébastien Appiotti et Marie Ballarini. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir assisté à cette rencontre. Merci. Merci, au revoir.